Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une théorie psychologique assez fascinante qui nous aide à comprendre certains des comportements humains les plus déroutants. C'est une exploration au cœur de la manière dont les traumatismes peuvent, littéralement, nous fracturer et changer qui l'on est. On commence tout de suite avec une question qui a de quoi laisser perplexe. Comment est-ce possible qu'une personne, qu'on pourrait voir comme un pilier de sa communauté, quelqu'un de bien, puisse soudainement basculer dans un comportement qui est tout l'inverse de ses valeurs ? Pour que ce soit bien concret, regardons un exemple frappant tiré des sources. C'est un cas réel qui illustre parfaitement ce mystère. Une travailleuse sociale, donc quelqu'un dont le métier est d'aider les autres, se retrouve en plein milieu d'une émeute, emportée par une vague de destruction. Et ce qui est fou, c'est ce qu'elle dit elle-même, elle ne comprend pas ce qui lui a pris, comme si une autre personne avait pris les commandes à ce moment-là. C'est exactement cette scission qu'on va explorer. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Eh bien, l'idée au cœur de cette théorie, c'est qu'un traumatisme grave ne fait pas que causer de la douleur. Non, il peut carrément fracturer une personnalité. La théorie de Jorma Tarka appelle ça une lésion de la personnalité. Attention, on ne parle pas de simple saute d'humeur ou d'être de mauvaise humeur. On parle d'une véritable division de la structure de la personnalité. Le soi se divise en plusieurs morceaux, plusieurs états qui coexistent mais qui ne communiquent pas bien entre eux. Ici, on voit bien la différence fondamentale. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le soi développemental. C'est la partie de nous qui est rationnelle, celle qui a grandi normalement et qui veut juste vivre une vie d'adulte stable. Et de l'autre côté, on a les états du soi non intégrés. Eux, ils sont nés du traumatisme. Ils fonctionnent avec leur propre logique et à n'importe quel moment, ils peuvent surgir et prendre le contrôle. C'est exactement ce qui est arrivé à la travailleuse sociale. Bon, maintenant, allons voir de plus près le premier de ces deux grands états non intégrés. Il faut l'imaginer comme une partie de la personnalité qui serait restée coincée dans le passé, obsédée par l'idée de retrouver quelque chose qu'elle a perdu. Alors, voilà le premier, le soi victime, ou Urimina en Finlande. Son but, inconscient, c'est de combler un manque qui date de l'enfance, d'obtenir une sorte de réparation pour des injustices passées. Du coup, pour cette partie de la personnalité, les responsabilités de la vie d'adulte, ce n'est pas vu comme quelque chose de normal. Non, c'est un fardeau, une injustice de plus. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, le soi victime va avoir tendance à accuser le monde entier pour ses problèmes, à ressentir une jalousie féroce envers ceux qui s'en sortent, et il est passé maître dans l'art de manipuler les autres en jouant sur la pitié. Mais le point vraiment crucial, c'est qu'il sabote activement tous les efforts de la partie saine de la personne. Et même quand on l'aide, ce n'est jamais assez. Il n'y a jamais de vraie gratitude. Et là, il y a une métaphore tirée de la source qui est juste géniale pour comprendre ça. Vous savez, le coucou, cet oiseau qui pond ses œufs dans le nid des autres ? Son petit, une fois éclos, est plus gros, plus vorace, et finit par virer les autres oisillons du nid pour avoir toute la nourriture. C'est exactement ce que fait le soi victime. Paradoxalement, plus on l'aide, plus on le nourrit et plus il prend de la place jusqu'à éjecter la partie saine de la personnalité. Allez, on passe maintenant à l'autre facette de ce traumatisme. Si le soi victime est une façon de réagir à la douleur, eh bien en voici une autre, tout aussi destructrice. Lui, c'est le soi dominateur ou Alistava Mina. Et son histoire, elle est vraiment tragique. Pour survivre à un traumatisme insupportable, la personne s'est en quelque sorte identifiée à son agresseur. C'est un mécanisme de défense terrible. Pour ne plus jamais se sentir faible, on adopte le comportement de celui qui fait mal. Et toute l'agressivité est alors tournée vers les autres. Alors comment on le reconnaît ? Eh bien, par un sentiment de supériorité écrasant, un mépris profond pour les autres, qui sont vus comme nuls, faibles ou carrément mauvais. C'est la psychologie qui se cache derrière le harcèlement, l'intimidation. La source souligne même que ce mécanisme, où on projette sur les autres sa propre haine de soi, peut être un terrain fertile pour des idéologies comme le racisme. Et là, c'est super clair. On voit vraiment comment ces deux états, qui ont l'air complètement opposés, sont en fait les deux faces de la même pièce traumatique. L'un se sent inférieur, l'autre supérieur. L'un manipule par la pitié, l'autre par la peur et le pouvoir. Mais à la base, les deux viennent de la même blessure. Et ce qui est dingue, c'est qu'une seule et même personne peut basculer de l'un à l'autre, se sentant tantôt victime impuissante, tantôt bourreau tout-puissant. Mais alors, les conséquences de tout ça, est-ce que ça s'arrête à l'individu ? Malheureusement, non. Le plus terrible, c'est sans doute comment ce chaos interne se transmet de génération en génération. C'est un vrai cycle. Imaginez un parent qui est sous l'emprise de son soi victime. Il est incapable d'être un adulte stable pour son enfant, alors, sans s'en rendre compte, il inverse les rôles. L'enfant est obligé de devenir le parent de son propre parent, son confident,
celui qui doit gérer les angoisses de l'adulte. C'est ce qu'on appelle la parentification. Et pour l'enfant, cet environnement est complètement imprévisible. C'est le grand 8 émotionnel. Imaginez un peu la scène, décrite dans les sources. À un moment, une petite fille, c'est la meilleure amie de sa mère, sa confidente, son rocher. Et la minute d'après, parce que le parent a basculé dans un autre état, cette même enfant se fait hurler dessus qu'elle est la source de tout mal. Imaginez le choc, la confusion totale pour un enfant. Ça laisse des traces terribles. Ce transfert de chaos, il ne se fait pas au hasard. Il y a une mécanique psychologique très précise derrière. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, le parent ressent un chaos en lui, quelque chose d'insupportable. Ensuite, il projette ses sentiments sur son enfant. L'enfant, qui est une véritable éponge émotionnelle, se met à agir ce chaos, à devenir difficile. Et le paradoxe, c'est qu'en faisant ça, le parent se sent soulagé parce que le problème, maintenant, ce n'est plus lui, c'est l'enfant. Et pour survivre à ça, l'enfant n'a pas le choix. Il développe ce que la théorie nomme un soi robot. C'est un mécanisme de survie, mais c'est absolument tragique. L'enfant apprend à mettre en sourdine ses propres émotions, ses propres besoins, pour devenir un radar ultra sensible des besoins du parent. Il passe son temps à essayer d'anticiper, de calmer, de gérer, et à force, il se déconnecte complètement de qui il est vraiment. Et ça, c'est un point super important pour comprendre pourquoi ce genre de situation reste souvent invisible. Ce soi robot peut être très performant à l'école, très poli, très mature pour son âge. Du coup, de l'extérieur, la famille peut avoir l'air parfaite. Tout le monde a appris à jouer un rôle pour cacher le chaos qui se vit à huis clos. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment la suivante. Quand on observe ces comportements extrêmes et contradictoires, il ne faut surtout pas se dire que ce sont des simples sautes d'humeur. Non. Ce sont des états de la personnalité bien distincts, qui ont chacun leur histoire, leur logique, leur but, et qui sont tous nés d'une blessure profonde. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour ouvrir la réflexion. Si un seul traumatisme peut déclencher une sorte de guerre civile à l'intérieur d'une seule personne, qu'est-ce que ça implique à plus grande échelle? Dans quelle mesure est-ce que ces mêmes dynamiques, ces mêmes fractures, quand elles se multiplient, ne finissent pas par façonner les conflits qu'on observe partout dans nos sociétés?